Alors non, vous n'avez pas rêvé, vous avez même très bien lu, et moi je vous rassure tout de suite, j'ai pas craqué, j'ai longuement hésité avant de vous mettre ce titre sur lequel vous avez cliqué, mais il traduit vraiment ma pensée quelques heures après la sortie de ChatGPT 5.2, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes arguments, et vous pourrez me donner les vôtres en commentaire. On va essayer d'avoir aussi un débat enrichissant dans cette zone, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, comme je l'indiquais à l'instant, on va parler de ChatGPT 5.2, la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI qui sort même pas un mois après la sortie de ChatGPT 5.1, qui était sorti même pas 3 mois après ChatGPT 5. Et ça commence à faire beaucoup, surtout que les différences de performance sont quasiment imperceptibles, mais une chose est sûre, ce que je ne comprends pas et ce que je trouve catastrophique, c'est la stratégie d'OpenAI qui ne tient pas compte des avis de ses utilisateurs et qui est en train vraiment de perdre les pédales. Pour moi, ils sont en train vraiment de tuer leur poule aux œufs d'or, qui est ChatGPT. Ils vont droit dans le mur. Je vais tout vous expliquer. Ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir une approche en plusieurs parties. Déjà, on va comparer 5.2 à 5.1. Je vous ai prévu 2 tests rapides. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis, on va comparer ça aussi avec Gemini 3 pour voir si vraiment ChatGPT 5.2, c'est une IA révolutionnaire comme nous le présente OpenAI, et si vraiment ça va changer notre utilisation de l'IA au quotidien. Une fois qu'on aura fait ça, on fera une synthèse un petit peu des bénéfices de cette intelligence artificielle, et après, on va parler concrètement, on va parler sans filtre de ChatGPT 5.2 et de la stratégie d'OpenAI, et on va voir pourquoi il se plante. Je vais revenir sur différents points que je présentais sur la chaîne il y a quelques mois maintenant. Je vais vous dire vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'ai moins scripté que d'habitude, voire pas du tout. L'idée, c'était vraiment de réagir à chaud après ma découverte de ChatGPT 5.2 pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je pense et que vous puissiez comparer avec ce que vous pensez. Donc ChatGPT 5.2, pour le tester, j'ai fait 2 tests. On nous a dit notamment que 5.2 serait meilleur pour travailler, qu'il livrerait des réponses plus qualitatives que le 5.1. Eh bien, on va vérifier ça, et j'ai fait aussi un test niveau code et on va voir s'il y a des différences. Donc, ce que j'ai fait pour une vidéo appropriée comme celle d'aujourd'hui, j'ai demandé à 5.1 d'abord, Thinking, de faire des recherches nécessaires et de me faire la liste exhaustive et pragmatique des améliorations qu'apporte GPT 5.2 par rapport à 5.1. Il m'en a listé plusieurs, et ce que j'ai fait derrière, eh bien, c'est que je lui ai demandé de me faire une présentation slide pour que je puisse effectivement vous présenter les choses. Donc là, il m'a répondu en détail les slides que je pourrais créer. Il ne l'a pas créé immédiatement. Vous allez voir quand même que ça, c'est une différence avec 5.2 juste après. Je lui ai donc précisé de me faire la présentation, et il m'a proposé cette présentation slide qui est juste ici, que je peux ouvrir. Et là, très clairement, alors c'est une présentation slide, mais honnêtement, je vous aurais pas présenté ça. Donc derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement le même process sur 5.2. Et quand j'ai fait ça, pour être honnête avec vous, je me suis dit, tiens, en fait, peut-être, je vais laisser le bénéfice du doute à OpenAI, peut-être que je vais être pleinement surpris par GPT 5.2, et peut-être que c'est une vraie révolution qui nécessite une nouvelle version de l'IA dans ChatGPT. Parce que regardez la présentation que j'ai obtenue juste ici. Alors il aura fallu quasiment 20 minutes pour avoir tout ça, donc ça prend du temps, mais très honnêtement là c'est ultra performant. J'ai des slides qui sont visuels, j'ai des reprises d'images, j'ai des graphiques qui sont présentés, j'ai une charte graphique, on va dire, j'ai des codes couleurs, bref, tout est lisible, et ça clairement je pourrais vous le présenter dans la vidéo pour parler des caractéristiques de GPT 5.2. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est quand même pas mal. Donc on va tester et on va aller un tout petit peu plus loin. Ce que j'ai fait ici, j'ai commencé par 5.1 Thinking. J'ai voulu le tester sur ses capacités de développement, puisque c'est des tâches très complexes qui permettent vraiment de jauger le niveau de performance d'une IA. Donc en gros, là, l'idée, c'était de créer une application HTML me permettant de simuler les mouvements de vagues en fonction de la tempête, en fonction du sens du vent, en fonction du moment de la journée. Donc j'ai lancé le prompt ici, que j'ai lancé également sur 5.2 derrière. J'ai obtenu du coup le code que vous avez juste là, et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, c'est assez intéressant le résultat. Donc là, n'oubliez pas, on est sur 5.1, et voici ce que ça donne. C'est vraiment sympathique. Ça faisait partie de mon cahier des charges d'avoir la possibilité un petit peu de moduler les paramétrages là, mais sur du 5.1, ce qu'on obtient, on a bien des vagues qui bougent. Je peux moduler la hauteur des vagues, je peux moduler la vitesse des vagues, je peux moduler les turbulences juste ici, ou encore
la direction du vent, et vous le voyez, ça se fait vraiment de manière intuitive. Et on peut avoir du calme, ou on peut avoir la tempête, telle que vous le voyez juste là. Tout ça change. Je peux mettre la golden hour avec le coucher ou lever de soleil, je sais jamais, là-dessus je me plante toujours, vous pourrez me corriger en commentaire, ou encore passer en mode nuit juste ici, et tout fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'était sur 5 points, et je me suis dit, 5 points, le résultat, il est juste parfait. Qu'obtenons-nous sur 5.2 ? Et regardez ce que j'obtiens sur 5.2, l'affichage des paramétrages est plutôt pas mal. Par contre, les modifications et surtout la présentation de la simulation, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est moins bon que ce que j'obtiens sur 5.1. Et pourtant, on est sur 5.2. Pourquoi je vous montre ça ? Tout simplement pour illustrer un des premiers points qui va être problématique avec OpenAI, c'est qu'en fait, les gains en performance, la bataille qu'ils sont en train de mener actuellement sur qui a la plus grosse, qui est l'IA la plus costaud, la plus performante, en fait, les améliorations qu'on obtient sont substantielles et la plupart des utilisateurs s'en rendront même pas compte. Alors quand on va voir tous les inconvénients qu'une nouvelle IA génère, forcément dans la balance, ça pèse pas lourd les améliorations telles qu'on peut les voir ici parce que finalement on les distingue pas du tout. Mais néanmoins, j'ai eu quand même un résultat positif, c'est ce que j'ai demandé, même si la présentation est moins bonne que sur le 5.1. Et donc, juste pour vous montrer un petit peu l'état des lieux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, j'ai fait les deux mêmes actions sur Gemini 3. Ici, je lui ai demandé des slides et du premier coup, il m'a généré la présentation que vous avez juste là. J'ai suivi le même process que sur ChatGPT, exactement les mêmes prompts. Et regardez, la présentation que j'obtiens juste ici, elle est très visuelle, elle est plutôt sympa, elle est illustrée, il y a des tableaux, etc. Et ça, je l'ai eu en 2-3 minutes maximum sur Gemini, quand il m'a fallu 20 minutes sur ChatGPT 5.2. Donc là, on va dire que le rendu, il est égal sur Gemini, mais l'expérience, elle est clairement meilleure sur l'outil de Google que sur l'outil de ChatGPT. Et là, je pense que vous allez être assez choqués. J'ai fait le même prompt là aussi pour développer mon application de simulation de vagues. Et là, clairement, on est dans un autre niveau. Regardez ce que j'obtiens juste ici. C'est nettement plus réaliste. On peut changer l'agitation. J'étais parti sur quelque chose d'assez élevé. On peut changer la direction du vent. On peut passer en golden hour ou en nuit. Regardez ce qu'on obtient là. Enfin, c'est vraiment bon, en fait. Je peux mettre en pause l'animation, ce que je pouvais pas faire d'ailleurs sur l'autre application. À moins que j'ai loupé la chose, c'est possible. Vous pourrez là aussi me l'indiquer en commentaire si je suis passé à côté. Bref, là, ce que j'obtiens, ça a été plus rapide. Et pour moi, c'est meilleur que ce qu'on a obtenu sur 5.2. Et le 5.1 était meilleur déjà pour moi au niveau du rendu final en one shot. Je parle sur un prompt unique. Et bref, pour illustrer un autre point que je trouve catastrophique sur ChatGPT, et pour moi, il se plante complètement de combat pour illustrer ce défaut d'expérience utilisateur sur ChatGPT par rapport aux outils de Google IA. Ici, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une infographie sur les améliorations de GPT 5.2 par rapport au 5.1. J'obtiens une infographie qui est pas mal, on va dire juste ici, mais elle est ultra basique, elle est pas visuelle, elle est pas moderne, il a fallu pas mal de temps, 4-5 minutes pour avoir ça, alors que sur un outil comme NotebookLM, regardez l'infographie que j'obtiens, donc sur Gemini 3, j'ai une infographie visuelle, on voit bien là le 70,7%, on voit voilà, il y a un gain de productivité direct avec GPT 5.2, on voit qu'il est meilleur sur les tâches professionnelles, le génie logiciel, mathématiques avancées, on voit qu'il y a 38% d'erreurs en moins, c'est hyper clair. Là très honnêtement, vous me direz, parce que vous suivez la vidéo, on a nettement moins envie de lire ce qu'on a sur ChatGPT 5.2 que ce qu'on a sur Gemini 3. Et le gros problème, à mon avis, d'OpenAI aujourd'hui, c'est qu'il se focalise sur la bataille de performance, alors que la bataille, elle se situe du côté de l'expérience utilisateur. Et là où pour moi Google est vraiment plus intelligent, plus malin dans sa stratégie qu'OpenAI, c'est qu'en fait, il vous propose une expérience utilisateur guidée, c'est-à-dire que là, pour avoir une infographie, vous allez cliquer sur infographie, pour avoir une présentation slide, vous allez cliquer sur présentation, et pareil pour des quiz, des cartes mentales, etc. Ça veut dire quoi ça derrière ? Ça peut vous paraître juste un détail. Mais déjà, ça nous fait gagner du temps. C'est plus agréable pour l'utilisateur de cliquer sur un bouton plutôt que de taper un prompt. Et ce sujet, c'est justement le sujet du prompt. Parce que là, quand vous allez cliquer sur infographie,
Bah c'est en fait Google qui a paramétré le prompt qu'allait traiter l'intelligence artificielle. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils contrôlent le nombre de tokens qu'on utilise en entrée et en sortie, et qu'en gros, ils ont un meilleur contrôle des coûts informatiques, de la puissance de calcul utilisée. Quand ChatGPT, en nous proposant une expérience utilisateur qui est quasiment uniquement textuelle, si on veut quelque chose sur ChatGPT, et on en reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo, dans les points un petit peu problématiques, c'est en fait, pour avoir un résultat, faut poser à tout prix une question. Donc on a vraiment un échange. On est sur une IA qui parle, alors qu'en 2026, on attend plutôt une IA qui agit. Et ça, vous allez voir, ça pourrait bien faire la différence. Néanmoins, du coup, maintenant que je vous ai présenté un petit peu finalement les points forts de 5.2 par rapport à 5.1, et vous le voyez, ils sont très légers. C'est clair que les livrables professionnels, donc on parle de slides, on parle de tableaux Excel, sont meilleurs. On a moins d'erreurs, d'hallucinations, ça faudra voir avec le temps parce que c'est pas sûr. On a un gros boost, ça va être ce qui va peut-être faire la différence et qui va vous plaire à mon avis en tant qu'utilisateur de ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir travailler des documents plus longs. Maintenant on a une fenêtre contextuelle de 400 000 tokens contre 256 000 avant. Mais sur les intelligences artificielles de Gemini, on arrive à 1 million de tokens, donc on est quand même derrière. Bref, a priori, on aura un meilleur comportement, etc. Mais si vous allez sur la page de présentation de GPT 5.2, en fait, il justifie tout ça avec des benchmarks qui font passer un indicateur de 98.7 à 99.2. Est-ce qu'on va voir la différence au quotidien? Je suis convaincu que 99,9% des utilisateurs ne verront pas de différence. Et donc, ça pose problème et j'ai demandé à ChatGPT 5.2 pour jouer le jeu, vraiment tester l'intelligence artificielle, de me faire des slides par rapport aux arguments que je voulais vous présenter, qui vont justifier le titre de cette vidéo et pourquoi je l'ai présenté comme tel. Pour moi, c'est pas l'intelligence artificielle GPT 5.2 qui est une honte, qui est catastrophique, c'est la stratégie d'OpenAI. La question que je me pose et que je vais essayer de développer maintenant et pour laquelle j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire, c'est comment une entreprise comme OpenAI, qui emploie les meilleurs ingénieurs IA du monde, qui a un produit comme ChatGPT, qui a été vraiment disruptif sur le marché et même sur différents marchés avec ses outils d'intelligence artificielle, peut avoir une stratégie d'entreprise aussi bancale et une stratégie marketing digne d'un stagiaire de première année d'une école de commerce. Là, ça me pose vraiment problème et je vais essayer d'argumenter tout ça et de voir un petit peu l'impact que ça va avoir sur nous en tant qu'utilisateurs, sur notre motivation, sur notre adoption de l'intelligence artificielle et sur le retour sur investissement qu'on peut avoir de ce genre d'outils. Et c'est là où j'ai l'impression qu'OpenAI ne traite pas ses utilisateurs comme il le devrait, contrairement aux autres outils d'IA, notamment du côté de chez Google. Donc là, le titre, ça va être GPT 5.2. Trop de versions, OpenAI est en train de perdre les pédales. Et donc, comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, on a aujourd'hui, donc mi-décembre, un GPT 5.2 qui sort même pas un mois après GPT 5.1, qui était sorti même pas 3 mois après GPT 5. Et donc là, ça, c'est l'intelligence artificielle 5.2 qui a sorti cette punchline, j'allais dire. Mais à ce rythme, on va avoir GPT 12 la semaine prochaine. Ou à ce rythme, je vais être un petit peu plus soft que ChatGPT lui-même. À ce rythme, on va avoir un 5.3 au mois de janvier, et puis après, ça va carrément partir en sucette, et on aura un 5.3.2 au mois de février, et puis début mars, on a un 5.3.3. Bref, vous voyez l'idée. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, et ce qui se passe, selon moi, et je vous donne mon avis, et j'ai envie aussi d'avoir le vôtre en commentaire, c'est que ce qui faisait la force d'OpenAI fin 2022 et courant d'année 2023, la vitesse de sortie, la vitesse d'innovation, devient sa plus grande faiblesse. À force de nous faire croire qu'ils sortent une nouvelle intelligence artificielle révolutionnaire tous les mois, alors qu'en fait c'est juste un patch de correction de la version suivante, que se passe-t-il d'un point de vue utilisateur? Que se passe-t-il pour nous et même pour moi qui utilise ChatGPT depuis le début, qui ai formé plus de 13 000 personnes sur cet outil? On perd en confiance. On ne sait plus quelle intelligence artificielle on utilise, on ne sait même plus quelle intelligence artificielle utiliser. Là, on peut regarder, on a 5.2, ok, on pourrait dire c'est une intelligence artificielle unique.
mais on a le auto, on a le instant, on a le syncing, et si on clique sur le syncing, on va avoir le light, le standard, l'extended, le heavy, et puis derrière on a le pro, et puis si on fouille un petit peu, et moi j'en ai désactivé certains, on a tous les 5 points qui apparaissent ici, le 4O, et vous pouvez avoir le 4.5, le O3, le O3 mini, le O4, etc., etc. Je me souviens, et je pense que vous allez vous en souvenir également, une des décisions prises par Sam Altman et OpenAI, c'était de centraliser toute l'usine à gaz qu'on avait sur ChatGPT avec les 36 modèles d'IA disponibles et qu'on ne savait pas choisir sous une seule et même IA pour faciliter la prise en main des nouveaux utilisateurs et pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Donc on s'attendait à avoir une seule IA. Et bah là, on se retrouve avec, 4 IA différentes, et si on prend les syncing, ça fait 8 IA, parce qu'il y a 4 niveaux de syncing, et si on prend les anciens modèles, je vais pas les prendre, mais bref, on se retrouve avec 8 choix différents. Là, j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne, il y a un biais cognitif qui s'appelle le paradoxe du choix. Quand on a trop le choix, on a peur de se planter, on a peur des conséquences de notre décision, donc on ne décide pas. Et que faisons-nous, en sachant que le coût de changement est dérisoire dans les outils d'intelligence artificielle ? Eh bien, vous allez avoir une vague d'utilisateurs qui va partir sur Google Gemini. Et peut-être même que c'est votre cas. Parce que quand on arrive sur Google Gemini, on a quoi ? On a Gemini en haut, on n'a pas 36 000 choix. On a 2 choix, raisonnement ou rapide. Point barre. Et vous allez voir que ce n'est pas les seuls avantages de l'interface de Google Gemini. Bref, donc là, je vais revenir au niveau de confiance. On sait plus ce qu'on utilise, on ne sait pas quoi utiliser. On a un écosystème qui devient totalement instable. Ça, c'est réellement problématique. Je vous donne un exemple. Parce que je vois ça, j'ai ça sur mon bureau. J'ai une personne qui m'a envoyé son magazine, le premier numéro de l'IA pour tous. Quand on regarde, je vais essayer de vous le montrer, mais quand vous regardez la couverture, ça, c'est le magazine décembre-janvier 2026. Le titre, c'est Maîtriser ChatGPT 5. Parce que le journaliste, il a fait quoi ? Il a travaillé son magazine pendant des semaines, mais sauf que là, quand il le sort maintenant, et les personnes qui le liront en janvier 2026, ce magazine, il est doublement obsolète. 5.1, 5.2, ce qui est écrit est sans doute plus valable aujourd'hui. On est dans un écosystème qui bouge trop pour être adopté par les entreprises, adopté de manière durable. Et ça, moi clairement, ça me fatigue. Je le vois avec toutes les mises à jour que je fais sur ma formation automatisée ChatGPT. Et si vous êtes client, vous le voyez au rythme des emails de mise à jour que vous recevez. Je passe mon temps à mettre à jour la formation parce qu'il y a constamment des choses qui changent sur ChatGPT. Et donc, je me mets à la place de vous, que j'accompagne aussi au quotidien, les entreprises qui veulent intégrer l'IA dans des process, qui utilisent peut-être des GPTs, qui utilisent peut-être des agents IA qui tournent sous les IA de ChatGPT, qui utilisent des automatisations. Eh bien, tous les 4 matins, vous devez tout revoir votre écosystème parce que le 5.2 est sorti à la place du 5.1. Comment on peut implémenter aujourd'hui durablement une IA de chez OpenAI sans être sûr qu'elle sera toujours disponible et viable dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça, c'est compliqué. Et comme je le disais précédemment, la stratégie marketing de communication d'OpenAI est juste 0. Les progrès sont illisibles. Nouvelle version égale mieux. Est-ce qu'on y gagne ou pas ? Vous l'avez vu, j'ai fait 2 tests rapides. Vous aurez fait les tests de votre côté. Et oui, forcément, on verra que 5.2 est un peu meilleur, mais on n'a plus d'effet waouh quand on l'avait au départ. La problématique, c'est qu'on n'a pas l'effet waouh. Par contre, on a la fatigue cognitive, parce que de changer d'IA dans notre écosystème, de nous adapter constamment, même si c'est des changements mineurs, de nous adapter, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça peut provoquer du stress quand on arrive derrière notre bureau, qu'on avait une automatisation qui fonctionnait très bien, ou un agent IA qui fonctionnait très bien, et puis en fait on doit le mettre à jour parce qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT 5, en fait, on a une fatigue cognitive, on a une fatigue liée aux changements provoqués par ces nouvelles intelligences artificielles qui, avant, soyons clairs, encore jusqu'à, début d'année 2025, étaient comblées par l'effet waouh qu'on avait. Jusqu'à GPT Images à peu près, jusqu'au printemps 2025. Sauf que maintenant, l'effet waouh, on l'a plus. Donc on n'a que les désagréments, et on n'a plus les points positifs. En tout cas, la balance est clairement déséquilibrée. Et que vont faire la plupart des utilisateurs ? Eh bien, ils vont se barrer. Donc pour moi, OpenAI court à la catastrophe. On a un réel problème de cadrage. Avant, on savait ce qu'on achetait. On avait quand même une version stable. GPT-4o, on l'a eu quand même pour plusieurs mois. Des noms clairs, des attentes fixes. Là, je suis peut-être un petit peu moins d'accord avec ce qu'on a sur la slide d'ailleurs, juste ici. Maintenant, je dois m'adapter. J'ai des mix de versions, j'ai des changements fréquents, j'ai des attentes qui sont floues. Je sais même pas ce que je vais avoir du jour au lendemain. Et j'ai toute une documentation
tout un tas de process à refaire. On a un problème de lisibilité, ça vous le savez, on en a parlé précédemment, et le problème business, ce que j'évoquais juste à l'instant, manque de stabilité, donc on doit avoir nos prompts, on doit avoir notre expérience, on doit avoir notre documentation, on a des problématiques d'un point de vue produit dérivé. Il y a des personnes qui intègrent l'intelligence artificielle dans des applications, qui intègrent l'intelligence artificielle dans des outils de no-code, qui intègrent l'intelligence artificielle dans leurs applications du quotidien. Et bah tout ça, ça change, et donc on a des problématiques de ce côté-là, et donc vous allez le voir, je vais détailler ça juste après, ça joue très nettement sur l'adoption des entreprises qui est très très faible, notamment en France, et vous allez voir que ça va être un enjeu pour l'année prochaine. Et donc la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment construire sur l'intelligence artificielle, il nous faut quelque chose de stable, ce qu'on n'a pas du côté de chez OpenAI. Et donc là, on a un réel problème, on a un problème humain qu'OpenAI doit à tout prix prendre en considération maintenant. Trop d'innovation tue l'innovation. On se fatigue, on décroche, on abandonne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne progresse plus dans le monde de l'intelligence artificielle puisqu'on passe le temps à s'adapter à un nouvel outil et on court derrière les nouveautés. Et donc, pour justifier ce titre sur lequel vous avez cliqué et voilà, justifier un petit peu le poids des mots que j'ai utilisés, c'est honteux, c'est catastrophique, mais c'est pas un problème de techno. C'est un problème de stratégie. On est dans la réaction plutôt que d'être dans la vision. Et c'est là où vraiment, j'insiste sur ce point, je comprends pas OpenAI, qui est dirigé par des gens brillants, qui a de nombreux investisseurs derrière lui, derrière elle ou derrière eux, en parlant d'OpenAI, vous m'aurez corrigé. Je ne comprends pas comment on peut être à tel point dans le FOMO. Et je vais vous donner mon avis aujourd'hui, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous n'aurez pas été plus satisfait d'avoir un ChatGPT 5 qui sorte en décembre, voire fin novembre, qui soit la version que nous avons aujourd'hui, plutôt que d'avoir eu un GPT-5 bancal, pas fini, en août, parce que c'est ça qui s'est passé. S'il y a eu un bad buzz du côté de ChatGPT 5, et j'en avais parlé sur la chaîne dans la vidéo qui s'appelle « Ils ont rendu ChatGPT moins bon et c'est volontaire », je vous la mettrai en description si vous souhaitez aller la voir, c'est qu'en fait, on avait une version qui n'était pas finie. Donc, on a eu des problématiques, et on a eu des problématiques qui sont liées à la courbe de l'innovation et à l'évolution aussi des attentes des consommateurs. Je m'explique là-dessus parce que c'est un point quand même très important. Si on revient de 3 ans en arrière, 2022, 2023, même j'allais dire 2024, dans le marché de l'IA, il y avait ce qu'on appelle des early adopters. C'était des personnes qui adoptaient vraiment précocement la technologie. Et donc, les early adopters, ils ont une caractéristique, ils sont à la recherche de la meilleure nouveauté, ils sont à la recherche des meilleures performances et ils sont conscients qu'en tant qu'early adopters, il va y avoir des problématiques techniques, qu'il va y avoir des bugs. Ils sont conscients d'être finalement des bêta-testeurs. Sauf qu'aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après la sortie de la première version de ChatGPT, le marché n'est plus constitué en majorité d'early adopters. Il est constitué du grand public et des entreprises qui souhaitent profiter de cette nouvelle technologie. Et là, les attentes, elles changent radicalement. Ce qu'ils veulent, ce qu'on veut maintenant aujourd'hui, à cet état de maturité du marché, on veut un outil stable, qui fonctionne, qui réponde à nos besoins et qu'on puisse utiliser durablement. Et ce qu'on va surtout refuser maintenant, quand on paye un outil, on veut un produit fini et donc on ne va plus accepter les bugs. Et c'est la raison, peut-être, une des raisons qui peut expliquer pourquoi OpenAI est obligé de sortir de nouvelles versions, j'allais dire, toutes les semaines. C'est parce qu'ils sont obligés de patcher des bugs qui étaient acceptés avant par la communauté et qui ne le sont plus maintenant. Donc là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, ce qui se passe, pourquoi OpenAI aujourd'hui est en train de perdre les pédales, c'est déjà qu'ils font la course avec les concurrents, et pour moi, ils ne courent pas de la bonne manière, je viens de tout vous expliquer maintenant. Donc ils courent contre Claude, qui est en train de séduire les développeurs et les entreprises B2B, ils courent, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils sont en train vachement de flipper aujourd'hui, ils courent après Google Gemini, c'est la raison pour laquelle il y a eu un Red Code chez OpenAI, il y a un plan d'urgence qui a été activé, et là j'en parle pareil dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite et que je vous mettrai d'ailleurs après celle-ci dans les suggestions. Niveau marketing, comme ils n'ont pas de stratégie marketing, et là c'est pareil, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de chez Google, puisque j'ai la chance de travailler en partenariat avec Google, et vous allez pouvoir comparer un petit peu les différences. D'un point de vue marketing, pour moi, OpenAI, ils sont zéro, et je crois qu'ils ont recruté il y a quelques jours une personne justement pour faire ça, et ils ont aussi recruté le CEO, l'ancien
l'ancienne CEO de Slack, peut-être pour améliorer d'ailleurs cette partie. Ils sont clairement en échec de ce côté-là, et pour combler cette problématique marketing-communication, ils se sentent obligés de rajouter niveau performance, en pensant qu'il suffit d'être le meilleur produit pour être le produit le plus vendu. Et là, je vais vous parler aussi un petit peu de mon activité. J'accompagne des entreprises dans la transformation digitale depuis quasiment 15 ans maintenant. J'ai accompagné beaucoup de boîtes qui lançaient des produits innovants. C'était le segment sur lequel, et c'est toujours d'ailleurs le segment sur lequel j'interviens en priorité. Et ce que j'ai remarqué systématiquement, c'est que les entreprises technologiques qui étaient, j'allais dire, gouvernées, qui étaient dirigées par uniquement des profils ingénieurs qui étaient brillants, qui sortaient un produit brillant, étaient convaincus qu'il suffisait d'avoir le meilleur produit pour vendre. Et je ne vous dis pas le nombre de boîtes qui ont fermé juste parce que des ingénieurs avaient sorti un produit génial et qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de marketing et que c'était presque se rabaisser que de faire du marketing pour vendre un tel produit qualitatif. Ça, c'est bullshit. Ça, c'est la plus grosse erreur stratégique qu'on peut faire. Et j'ai l'impression que c'est l'erreur que fait aujourd'hui OpenAI. Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler de la différence qu'on a avec Google. Moi, je suis en contact régulier avec Google. Ce qui s'est passé, c'est que Google m'a contacté pour me proposer de devenir bêta-testeur et pour me former sur certains outils d'IA qu'ils sortent. Donc j'ai accès en avant-première à des outils d'IA, j'ai la possibilité du coup de vous faire les vidéos en avant-première et je suis formé par Google pour pouvoir présenter les choses de la meilleure manière et moi monter en compétences. OpenAI, j'ai cherché à les contacter à de nombreuses reprises, j'ai quasiment jamais eu de réponse, il a fallu un petit peu que je m'active sur différentes plateformes, etc. pour avoir un premier contact qui m'a mis en relation avec une entreprise d'RP qui m'a dit que peut-être qu'on fera un truc. J'attends toujours, tout ça pour vous dire, et c'est là où je veux en venir, c'est que Google, ils savent comment faire une stratégie de communication, ils savent qu'en prenant soin des influenceurs, qu'en leur proposant les outils d'IA, derrière, quand ils vont les présenter sur la chaîne, ils seront armés pour le faire de la meilleure manière. Et surtout, il y aura un biais de sympathie qui va se créer. J'essaye de rester le plus objectif possible dans la vidéo que je suis en train de vous faire. Mais très honnêtement, je suis en contact régulièrement avec Google. Il y a une équipe avec qui je parle régulièrement. J'ai forcément de la sympathie avec l'équipe IA de Google que je n'ai pas avec l'équipe IA d'OpenAI. Et donc, forcément, ça peut biaiser inconsciemment les choses que je peux présenter sur la chaîne. D'ailleurs, je préfère être honnête avec vous là-dessus et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire. Et c'est pour ça qu'il était important pour moi de réagir à chaud à cette nouvelle sortie pour vraiment confronter un peu mes idées avec les vôtres, pour essayer aussi de garder un maximum d'objectivité. Mais voilà, là, on ne retrouve pas ça du côté de chez OpenAI et ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, une solution pour qu'elle soit vendue, faut qu'elle soit connue, et pour qu'elle soit connue, faut qu'il y ait des relais, faut qu'il y ait des stratégies, faut que les messages soient martelés constamment. Aujourd'hui, du côté de chez OpenAI, on n'a pas. Google a l'expérience depuis 25 ans et plus même d'expérience dans la sortie de nouvelles technologies. Donc voilà, c'est ça qui pourrait bien faire la différence. Absence de roadmap public lisible, on n'y voit pas clair. On nous avait dit que GPT-5 devrait sortir été 2024, et puis finalement ça devait être début 2025, et puis finalement c'est sorti en version pas finie été 2025, et puis on s'attendait à ce que ce soit l'IA définitive, puis en fait on se retrouve avec un point 2 plus tard. Bref, là on n'y voit pas clair, on a déjà abordé ce point, on perd en confiance. Et donc, le titre de cette vidéo, et pourquoi je pense effectivement que c'est une réelle catastrophe cette intelligence artificielle, c'est parce que c'est l'illustration parfaite qu'OpenAI attache beaucoup trop d'importance à ses détracteurs et à ses concurrents, plutôt que d'attacher cette attention à ses utilisateurs. Et si vous reprenez toutes les vidéos, avis, démonstrations de ChatGPT-5 cet été, vous verrez que les utilisateurs ne demandaient pas une IA plus performante. Ce qu'ils demandaient, c'est de la clarté, tant dans la roadmap que dans l'expérience utilisateur. On veut savoir quoi on utilise et on veut savoir quoi utiliser pour la tâche spécifique qu'on a à mener. La clarté, la stabilité, on veut une intelligence artificielle qu'on utilise au quotidien, ça demande des ressources folles, financières, énergétiques, d'implémenter l'IA dans des process, dans des applications, dans des automatisations, dans des agents IA. Si on doit changer tout tous les 15 jours, on ne peut pas avancer de cette manière. Troisième point, ce qu'on veut, c'est un produit fini, un produit où on voit une réelle évolution et on veut du coup que ce soit plus rare
mais plus flagrant finalement. Et c'est ce qu'on a du côté de Gemini. On a eu 2.5 pendant des mois, qui était sorti vraiment des mois après la version précédente. Là, on a un Gemini 3. J'espère ne pas me planter, mais je pense pas qu'on aura un Gemini 3.5 avant l'été prochain, voire peut-être qu'on aura directement un Gemini 4 en fin d'année prochaine. On va rester sur de la stabilité de ce côté-là. Et forcément, quand on va sauter le gap, il y aura un effet wow qui fera que la stratégie marketing et communication sera aussi bien plus facile. Quand ils ont sorti Nano Banana Pro, évidemment que ça a buzzé, évidemment que ça a fait de l'ombre à OpenAI, parce qu'ils sortaient une nouvelle version de leur IA d'image qui avait des mois et des mois d'ancienneté. Et donc le gap entre les deux versions était tellement énorme qu'en fait on s'est dit « Ah ouais, waouh, ça a piqué, pardonnez-moi, notre curiosité, et on est allé voir, et ça a fait un pic de nouveaux utilisateurs sur Google Gemini. » Comment aujourd'hui on peut avoir cette traction de l'effet wow du côté de chez OpenAI quand tout change tous les 15 jours? C'est juste pas possible. Et les utilisateurs, si on en prend soin, si on leur pose des questions, on se rend compte qu'ils ont besoin d'apprendre, qu'ils ont besoin d'industrialiser, qu'ils ont besoin de rentabiliser ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle, et que tout ça, ça se regroupe sous une seule et même bannière, c'est qu'il nous faut un temps pour adopter l'intelligence artificielle. Comment on peut prendre le temps quand tout change du jour au lendemain? Je vous pose la question. Donc pour moi, ce qu'OpenAI devrait faire, ou aurait dû faire, parce que je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que les utilisateurs vont pas partir sur Google Gemini maintenant, et que Google Gemini, avec tout l'écosystème, avec le fait qu'ils aient l'environnement Android, etc., ils ne vont pas tout écraser dès maintenant? C'est la question vraiment que je me pose. Et donc pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils auraient dû attendre novembre pour sortir un GPT-5 fini et pas nous sortir un GPT-5 bancal au mois d'août pour avoir un 5.1, 5.2 puis peut-être un 5.3 au mois de janvier. Altman l'avait dit, on veut regrouper toutes les versions dans une seule et même intelligence artificielle et avoir un niveau de stabilité supérieur à ce qu'on avait jusqu'à présent. On n'y est pas du tout, c'est même carrément l'inverse. Je pense que l'intelligence artificielle a jamais évolué aussi vite chez OpenAI que maintenant. On veut un rythme annuel moins soutenu, avec de vrais effets wow, de vrais sauts. Et aujourd'hui, et c'est là où je comprends pas, parce qu'il y a eu le Red Code que j'ai évoqué sur la chaîne, et dans le Red Code, oui, Sam Altman avait promis une nouvelle intelligence artificielle pour la semaine prochaine, donc cette semaine, et on l'a eu. Et ça, moi, je pensais que c'était du fake. Et il disait aussi dans ce code alerte, dans le mémo qui a fuité et que je vous ai partagé sur la chaîne, qu'en fait, l'idée, ça allait être d'améliorer l'interface de ChatGPT et l'expérience utilisateur. Et donc là, moi, j'étais enthousiaste à l'idée de voir un nouveau ChatGPT, plus facile à utiliser, plus pensé utilisateur et qui nous guide un peu mieux, comme ce que je vous ai par exemple montré tout à l'heure avec notre bouquet LM et toutes les options que vous avez juste ici, et on fera un petit comparatif derrière rapide entre Gemini et ChatGPT sur ces différents points. Je m'attendais à ça, et donc là, si on va sur ChatGPT, il n'y a rien qu'à changer. L'interface est toujours austère, retrouver une conversation dans la barre de chat, c'est toujours compliqué. Les dossiers, on ne sait pas à quoi ça sert. Les GPTs, on en utilise certains, mais ils étaient calibrés pour 4.0, puis 5, puis 5.1, puis maintenant on a le 5.2, donc il va encore falloir tout changer. Donc voilà, ça pour moi, je ne comprends pas, et je vais juste faire un petit comparatif derrière ChatGPT versus Gemini d'un point de vue expérience utilisateur. Et ce que nous devons faire, là j'ai pas à vous dire, mais voilà, à mon avis, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de rester maître de votre jeu, choisir des fondamentaux le plus stable possible, un process. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle 23 minutes pour bien débuter avec l'intelligence artificielle en 2026. Et dans cette vidéo, je vous dis, choisissez un outil et poncez-le à fond pour monter en compétences. Comme ça, quand vous serez très à l'aise sur cet outil, vous aurez progressé dans les compétences de l'IA, et donc changer d'autres outils s'il y a un outil meilleur qui arrive, ça vous posera moins de problèmes. C'est un peu comme dans la musique, c'est l'exemple que je prenais dans cette vidéo. Si vous faites de la guitare le lundi, du piano le mardi et puis du violon le mercredi, vous n'allez pas avancer. Par contre, si vous faites du piano pendant des mois, des années, vous allez acquérir des connaissances d'un point de vue solfège, vous allez avoir des connaissances d'un point de vue musique, que vous allez pouvoir transposer à la guitare juste derrière. Et bien là, c'est pareil. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui avec ChatGPT qui change tout le temps? Je sais pas. Donc là, faut voir quelle solution choisir. Et donc, focus sur les fondamentaux, vos prompts, vos process, et essayez de vous focaliser aussi sur vos workflows, les outils que vous utilisez, les applications surtout que vous utilisez, et voyez quelle intelligence artificielle vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc comme je le disais tout à l'heure, et comme c'est un peu le fil conducteur depuis le début de cette vidéo,
La vraie révolution maintenant de l'intelligence artificielle, mais n'a pas besoin d'un GPT 5.2. Elle a besoin de clarté, de stabilité et de pérennité. Donc la question que je vous pose juste ici, avant de détailler quelques points clés, les différences notamment entre 5.2 et Gemini 3, comment êtes-vous aujourd'hui après la sortie de cette nouvelle intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes séduit par GPT 5.2 et que pour vous, c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Vous êtes très satisfait de ça? Est-ce que vous êtes fatigué de devoir vous pencher sur une nouvelle intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes totalement perdu? Et on va voir que c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse de vous lire et c'est très honnêtement la seule raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que j'avais un ras-le-bol là-dessus, on est en fin d'année et on commence à être fatigué, et il y a pas mal de choses qui jouent, et refaire une vidéo test démo de GPT 5.2 alors que j'ai fait celle de GPT 5.1 il y a 3 semaines, et que j'avais fait celle de GPT 5, un tuto complet sur GPT 5 il y a même pas 2 mois, ça devenait compliqué. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'échanger avec vous et de vous partager un peu ce que moi je peux ressentir, ce que je peux voir aussi sur le terrain, et essayer de confronter ça avec ce que vous vivez au quotidien. Et donc, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire, Ludo IA2, je vous mettrai le lien là aussi dans la description. Vous pouvez vous abonner parce que c'est là que je vais partager aussi pas mal de contenu un peu plus chill, là pour éviter un petit peu les problématiques d'algorithme, la pression que je peux avoir sur la chaîne principale. Donc sur la chaîne secondaire, je suis plus tranquille, plus détente, on prend plus de temps de parler, d'évoquer les choses, et puis je fais aussi des vidéos plus courtes que ce que je peux faire juste ici. Donc les formats pourront vous plaire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'analyse 100 pages sur l'IA en entreprise. J'ai analysé plusieurs rapports et une des conclusions, c'est que 2026, allait marquer une rupture, allait marquer le passage d'une intelligence artificielle qui répond à une intelligence artificielle qui agit. Et aujourd'hui, on a ça du côté de chez Gemini, mais pour moi, on n'a pas ça du côté de ChatGPT. Pour moi, on est encore sur un chatbot, on est encore sur une IA qui parle. Et quand j'ai posté cette vidéo dans laquelle j'explique notamment un point qui va être crucial juste après, que la problématique va être aussi managériale, va être humaine dans l'adoption de l'intelligence artificielle, j'ai une personne, Christophe, juste ici, qui m'a dit un truc totalement vrai et que je devais aussi aborder dans cette vidéo. Les vrais freins sont les hallucinations, ça c'est pas le sujet, mais sont plutôt les modèles qui reçoivent des mises à jour sans prévenir et qui modifient complètement le comportement et les réponses. Je te remercie Christophe pour ce commentaire, tu as entièrement raison, et on a le cas avec GPT 5.2 aujourd'hui, comment les entreprises peuvent adopter une IA sans savoir quelles IA ils auront la semaine prochaine. Et donc quand on dit que 2026 va marquer le passage d'une IA qui parle à une IA qui agit, on doit penser expérience utilisateur, on doit vraiment guider l'utilisateur sur ce qu'il va gagner, sur les bénéfices qu'il va avoir à utiliser notre outil d'intelligence artificielle. Et là, clairement, quand on est sur Gemini, vous allez voir, on voit la différence avec un ChatGPT. Vous allez dans les outils. Que se passe-t-il ici? Vous avez quoi? Vous n'avez pas que des fonctionnalités, vous avez des bénéfices concrets. Créer des vidéos, créer des images, apprentissage guidé, présentation visuelle. Je vous montre juste un truc, juste ici. On est sur Gemini, je vais prendre l'outil présentation visuelle qui est en version bêta, c'est la raison pour laquelle vous avez un petit labs juste ici. Je vais lancer la demande, regardez l'interface utilisateur que j'ai. On me demande de patienter, il se passe des choses à l'écran, donc c'est déjà moins frustrant que de patienter devant un écran, grisâtre, et vous allez voir que le résultat que je vais obtenir, juste ici, va être très visuel et va me permettre finalement de prendre connaissance de l'information d'une manière bien plus agréable que ce qu'on a sur ChatGPT. Donc voilà la réponse que j'obtiens sur les améliorations de GPT 5.2, que je n'ai pas eu tout à l'heure lorsque j'ai fait mes tests sur ChatGPT. Et quand je vais là sur ChatGPT, on va aller voir les outils. On a créé une image, ok, ça c'est très bien, recherche approfondie, assistant shopping, mode agent, ajouter des sources, étudier et apprendre, recherche sur le web, Canva, puis on a des applications en dessous. Mais à quoi ça sert? On va faire quoi avec ça? On sait pas. Nous, on le sait parce qu'on utilise ChatGPT au quotidien depuis peut-être des mois, voire des années, selon votre niveau de maturité. Mais quelqu'un qui arrive sur ChatGPT aujourd'hui, là, usine à gaz, là, usine à gaz, là, usine à gaz. Allez, je mets du thinking, c'est quoi? Usine à gaz. Derrière les GPTs, les dossiers, les projets, c'est usine à gaz. Là, je suis sur Gemini. En fait, les outils, c'est clair. Le choix de l'intelligence artificielle, il est double. J'ai un truc rapide ou j'ai un truc complexe avec du raisonnement. Voilà, c'est très minimaliste, mais ça correspond parfaitement aux besoins des utilisateurs à ce stade de maturité du marché. Et j'insiste sur ce point, c'était pas le cas encore il y a 1 an avec les early adopters qui s'en foutent un peu plus de l'UX et du design d'un outil.
Mais maintenant, on n'est plus à ce stade. Le virage, faut le négocier et OpenAI, j'ai l'impression qu'il ne le négocie pas de la bonne manière. Donc le commentaire, je vous l'ai présenté, le commentaire de Christophe. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, et ça, c'est pareil, si moi je vous en parle dans une vidéo qui est sortie en juin, donc il va avoir 6 mois maintenant, qui s'appelle « La meilleure IA du monde est un échec ». Si j'évoque ce point, moi, en tant qu'analyste extérieur, comment des personnes brillantes comme Sam Altman et tous les ingénieurs qui sont dans l'équipe d'OpenAI ne peuvent pas se poser 10 minutes et évoquer ce point. Ce point, c'est la guerre à la puissance, c'est la guerre à la performance, c'est la guerre à qui a la plus grosse. Et dans l'histoire, il suffit juste d'avoir une culture business, une culture économique pour se rendre compte qu'il y a des tas de marques qui se sont plantées en arrivant sur un marché innovant juste parce qu'ils ont joué à qui est la plus grosse bien trop longtemps sans se focaliser sur les attentes des utilisateurs. Combien de marques d'appareils photo se sont plantées juste parce qu'ils allaient sortir des appareils avec toujours plus de mégapixels. Au bout d'un moment, qu'on soit à 60 millions de mégapixels ou 80 millions, l'utilisateur standard, je parle pas des niches, l'utilisateur standard, celui qui fait le gros du chiffre d'affaires, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est un appareil photo qui fasse de belles photos qu'il va pouvoir mettre sur Instagram. C'est tout. Là, on s'en fout de la guerre aux mégapixels. Et c'est pareil avec l'intelligence artificielle. On s'en fout de la guerre à tel benchmark. On s'en fout d'avoir un résultat de 99.2 sur un truc mathématique par rapport à 98.7. Oui, ça va plaire à une niche. Oui, ça peut rassurer certains investisseurs. Mais concrètement, le grand public qui va faire le marché aujourd'hui et les entreprises qui vont faire le marché aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, je le disais à l'instant, c'est l'expérience utilisateur, c'est les usages plutôt que les caractéristiques. Ça, c'est un point clé déjà, si vous avez fait des études de marketing, qu'on vous apprend très rapidement. Et donc, cette course à la performance génère ce qu'on appelle de la fatigue mentale, de la fatigue technologique. J'en ai parlé plus tôt dans les slides. Et donc, on est tous fatigués en tant qu'utilisateurs, on est tous fatigués en tant que créateurs de contenu. Et c'est aussi peut-être pour ça que je suis à chaud aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis tombé sur une vidéo de machin là, je vous laisserai juger. Je vais pas parler du contenu. J'ai déjà eu plusieurs soucis de ce côté-là sur des contenus qui étaient très semblables aux miens. Bref, vous voyez le titre, vous voyez celui que je fais tous les ans juste là. Est-ce qu'il est similaire ou pas? On dira qu'il y a un rapide au lieu d'un express. Mais bref, c'était pas ça le sujet. Je suis allé voir la vidéo des qui est sortie il y a 20 heures, qui a fait 800 vues là au moment où je regarde cette vidéo, 1000 vues il y a 22 heures. C'est sur 5.1, donc en fait on pourrait se dire que cette vidéo, très honnêtement, elle est obsolète. Et là je me mets dans la peau parce que moi je le vois constamment aussi. J'ai sorti une vidéo, j'ai travaillé, ça m'a pris du temps, 5.1, et puis maintenant j'ai le 5.2, et puis mon travail il est terminé puisque les gens vont aller voir la vidéo qui sera la plus actuelle possible. Ça fatigue les créateurs, et ça peut aussi fatiguer les personnes qui sont les relais des intelligences artificielles sur le marché, qui vont elles aussi, ces personnes, se centrer sur des outils qui sont plus stables et qui permettent d'avoir une stratégie de contenu qui soit plus durable et qui soit moins énergivore. Donc bref, je voulais vous parler de ça juste ici. C'est plus un sujet qui me touche moi et qui peut toucher tous les créateurs dans le monde de l'intelligence artificielle, mais c'est finalement une illustration parfaite de ce qu'on peut avoir finalement dans le monde de l'entreprise. Et donc j'en profite pour finir cette vidéo pour faire juste un clin d'œil à Riles, notamment sa chaîne Red Crit TV que je regarde de temps en temps. On est dans l'univers du gaming, donc ça va pas forcément vous parler, vous, on n'est pas dans de l'intelligence artificielle, mais j'avais bien aimé sa vidéo juste ici qui parlait du jeu FIFA 26, FC 26. J'avais bien aimé la miniature, j'avais bien aimé le titre, et pour faire un clin d'œil aussi à ce qu'on vient de voir ici avec les titres et les miniatures qui peuvent parfois se ressembler, je me suis dit que j'allais faire un clin d'œil du coup à Riles, et pour ça j'ai utilisé Nanobana Pro de Gemini, j'ai mis la miniature de Riles, j'ai mis ma tête, et je lui ai dit fais-moi une miniature en intégrant du coup le point qui m'intéresse derrière. Bien entendu, j'ai affiné les choses progressivement pour avoir la miniature sur laquelle vous avez cliqué juste ici, mais voilà, je préférais quand même citer Riles pour l'inspiration pour le coup, et donc j'en ai terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Ludo Salen, à Ludo IA2, donc la deuxième chaîne sur laquelle je vais partager aussi plus de contenu parce que c'est moins de pression sur cette chaîne, donc allez-y faire un tour, ça sera sympa, on est en plus petit comité et du coup ça sera sympa de vous y retrouver. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, que pensez-vous de GPT 5.2, enthousiaste, déçu, frustré, fatigué, tout ça, ça m'intéresse. Lâchez-vous aussi sur la stratégie d'OpenAI, sur l'avenir de l'intelligence artificielle, sur ce
qui sera finalement le leader de l'IA dans les prochains mois, les prochaines années, qui gagnera cette bataille de l'intelligence artificielle. Lâchez-vous, je vous garantis que ça fait du bien. Moi, j'ai hâte de vous lire. J'avais sans doute besoin de faire cette vidéo, voilà, d'être un petit peu sans filtre, de parler sans regarder la montre. Donc, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Ouais, je vois le temps juste ici et je plains Guillaume qui va faire le montage de la vidéo parce qu'il y aura sans doute pas mal de travail. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Vidéo un peu différente de ce que je peux faire sur la chaîne, mais pour le coup, vidéo 100% authentique, vidéo dans laquelle je voulais vraiment vous partager ce que moi je pensais de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de ce qu'il allait se passer demain et des craintes que j'avais du côté de chez OpenAI. Dites-moi ce que vous en pensez, ça sera enrichissant de vous lire et moi je vous retrouve très bientôt pour vous parler d'une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même objectif, toujours motivé, ça change pas, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Voilà, c'était Ludo, je vous dis à très bientôt, ciao!